au cœur des gorges de l'Aveyron, dans le sud-ouest de la France. Dans cette zone naturelle immuable, où la roche calcaire domine les gorges, plus de 500 cavités naturelles sont répertoriées à ce jour. Un véritable et authentique terroir, un paradis pour les spéléologues. Comment se sont formées ces grottes? Pourquoi ont-elles toujours à la fois attiré et effrayé les hommes? Quel mystère transpire des entrailles de cette planète? Avec une équipe de spéléologues, nous allons parcourir quelques-unes de ces cavités et découvrir comment, depuis une centaine d'années, ces personnages, à la vocation si particulière, ont mis à jour des dizaines de kilomètres de galeries souterraines. C'est une équipe réduite de spéléologues qui va aujourd'hui affiner son initiation à l'équipement. Christophe, le moniteur, va les emmener dans l'une des digues réputées du Lot. Le puits initial est béant. Il mesure une 60aine de mètres de profondeur pour un diamètre d'une 20aine de mètres. Le développement de cette digue est ensuite composé d'une succession de plusieurs autres puits. Ce petit réseau est connu depuis la nuit des temps, car son entrée naturelle, aussi imposante, s'est formée et ouverte à la surface de la Terre depuis des milliers voire des millions d'années. Il existe des centaines de milles de cavités encore cachées aux yeux des spéléologues, enfouies au cœur de la Terre. Chercher et devenir pionnier dans la découverte de l'une d'elles est un trophée que beaucoup de spéléologues rêvent de vivre au moins une fois dans leur vie. Faire de la première, c'est le terme utilisé par les spéléos qui partent en quête du César. Ils utilisent des méthodes de recherche et des techniques jumelant obstination et ingéniosité. Ainsi, dans les années 50, les spéléologues des environs se concertèrent pour explorer la grotte des Vipères, se situant en face du moulin de Cazals, aux abords de l'ancienne voie ferrée, aujourd'hui route départementale 115. Par temps pluvieux, c'est une véritable rivière qui sort de cette cavité. Une partie des eaux de celle-ci passe sous le lit de l'Aveyron, si bien que la rivière souterraine rejoint le lit de l'Aveyron sur ses deux versants. Intrigués par ce réseau et excités par le désir d'en découvrir le secret des profondeurs, en 1954, les premières expéditions sont mises en œuvre par messieurs Chalon, Montigny et d'Estruel. Ils comprirent vite qu'en pompant le cours d'eau souterrain, ils pourraient peut-être en faire descendre le niveau et ainsi pénétrer dans les entrailles de la rivière. Cette première expédition est vouée hélas à l'échec, la pompe à main utilisée n'ayant pas de débit suffisant. En 1957, cette même équipe récidive avec 2 pompes débitant chacune 150 mètres cubes heure. 60 heures de pompage fit descendre le niveau de 31 cm. Le 20 octobre suivant, décidés à franchir le siphon, Cobos et Sabatier parvinrent après 28 mètres de l'autre côté de la voûte mouillante.
Il faudra attendre 1961 pour lancer une opération d'envergure, le forage d'un conduit, permettant de court-circuiter le siphon et continuer ainsi l'exploration. Découverte alors de 130 mètres de rivière souterraine et 250 mètres de galerie supérieure. Fort de ce succès, en 1963, une opération de pompage avec l'aide de l'armée permettra de faire chuter le niveau de la rivière souterraine de 7,50 mètres et ainsi découvrir 300 mètres de galerie noyée supplémentaire. Ces opérations paraissent démentes par rapport aux résultats obtenus, mais le dressage de la topographie du réseau ainsi découvert permet de mieux comprendre le fonctionnement du réseau karstique du COS environnant. En couplant ces petits morceaux d'exploration les uns aux autres, peu à peu, de génération en génération, nous comprenons de mieux en mieux comment fonctionne l'ensemble du massif calcaire. Ces explorations furent les prémices de bien d'autres. L'ambiance chaleureuse durant tout un mois d'exploration et de pompage ont aussi permis de créer des liens d'amitié profonde et une vive collaboration entre explorateurs, services publics et population locale. Puissions-nous toujours être revigorés par de telles aventures. À ce jour, grâce aux méthodes modernes de plongée, ce sont 2,8 km de cette rivière qui ont pu être explorés et topographiés. Aux environs de Casals, au début des années 80, une higue va être découverte par hasard et donnera lieu à des années d'aventures et de recherches souterraines. Voici le récit de sa découverte par Gérard Chalon. Vous êtes dans les premiers à avoir... Ah, c'est sûr, c'est nous qu'on a agrandi l'entrée naturelle, oui, superficie, enfin, à la surface. Bon, faut dire que ce trou, il a été découvert dans les années, début des années 80, je veux dire. Je ne sais plus si c'est 81, 82, 83.
C'est monsieur de Casal qui avait pris une coupe de bois là, donc à monsieur Toyer, le propriétaire de Caminade là, à Casal. Et il avait décidé de couper le bois à blanc, donc de rien laisser. Et en coupant le bois, son fils a trouvé, Denis, donc a trouvé un trou. Et alors comme il savait que bien sûr à cette époque-là, à Casal, il y avait une dizaine de jeunes qui s'occupaient un peu de spéléo, il est venu me trouver, et puis voilà, on est allé voir ça. Et bon, je ne me rappelle plus, mais le premier aplomb, on devait entendre le caillou descendre sur une dizaine de mètres, un trou pas très gros, pas pénétrable à l'époque, et puis on s'est mis au travail, voilà, nous on a grandi l'entrée, on est descendu donc cette dizaine de mètres environ, quoi. On a bien remarqué bien sûr que c'était un peu gazé. On a vu effectivement le départ là par côté. Bon, mais après on n'a pas percuté quoi. Et nous pour notre part, on en est resté là de ce trou quoi. C'était la première, mais pas bien loin quoi. Hein. D'accord. Il faudra attendre le 28 décembre 2002, soit environ 20 ans plus tard, pour que la Société spéléo-archéologique de Caussade, aujourd'hui renommée Association Casques, y procède à une première descente du puits d'entrée. Les spéléologues seront aussitôt arrêtés par le taux de CO2, mesuré à 5% par le capteur du détecteur. 2 ans après, au jour près, le 28 décembre 2004, les spéléologues imaginent et mettent en place un système de ventilation à l'aide d'un ancien ventilateur de camion de chambre froide branché sur un groupe électrogène. Cette ventilation permet de mettre en évidence le départ de 2 branches. L'air, un peu plus respirable, autorise de pénétrer plus avant dans les méandres. Excité par la perspective d'un réseau inconnu, pouvant peut-être rejoindre l'immense collecteur de Touriès, le 12 février 2005 marque le début de la désobstruction de la première branche, nommée Explosef. La branche Explosef prend bien l'air, qui s'y engouffre. C'est donc naturellement que les spéléologues vont commencer à forcer leur passage dans celle-ci. Fin 2009, un spéléologue du club, ingénieur dans les réseaux téléphoniques sans fil, surnommé Cri-Cri, car ses appareils chantent comme des grillons, conçoit une balise de repérage en surface des points précis du sous-sol. On place une balise sous terre, à l'endroit très précis où devra passer un petit fourrage qui permettra le passage du câble électrique et la remontée à la surface des gravats de désobstruction. Le fourrage est réalisé, tout le monde est nerveux. Puis, c'est le soulagement. Le fourrage tombe pile poil sur le flanc du boyau de 30 cm de large visé par l'opération, qui est une réussite totale. L'extraction des gravats par ce conduit durera à peine 1 an sur des années de désobstruction qui suivront. Un groupe du jeudi soir se met en place. Un treuil et un système de téléphonie est bricolé aux fins de permettre une coordination entre les spéléologues de surface et ceux œuvrant sous terre. L'enthousiasme est en dents de scie, pris entre doute et rêve d'une superbe première dans la rivière souterraine alimentant Touriès. Les puits s'enchaînent, les étayages aussi. Hélas, le conduit final, l'eau remonte dans le méandre dans un passage très très étroit. Il n'y a plus 1 cm² de place de stockage dans cette branche. Il faut se rendre à l'évidence. Cependant, en 2019, on rebouche à l'aide de matelas usagés l'entrée de cette branche afin de forcer la ventilation à rejoindre la seconde branche gazée. 10 ans auparavant,
Une gaine fut déployée jusqu'au fond de la branche avec un aspirateur à son extrémité en surface afin d'aspirer le CO2 pendant que le ventilateur insuffle l'air respirable. On parvient ainsi à mettre en œuvre une exploration à peu près respirable. Mais en 2019, rien ne se passe comme prévu. La gaine semble s'être percée dans le puits de 40 mètres. Impossible d'y retourner, le taux de CO2 est bien trop élevé. Nous posons une main courante pour parvenir là où nos lampes modernes nous ouvrent une nouvelle voie. Le clap de fin de cette exploration sera marqué par la découverte du puits de 80 mètres qui s'arrête 10 mètres sous la surface du sol d'après la radiobalise de Cricri. À ce jour, nous considérons que cette higue est finalement placée très en retrait des gorges de l'Aveyron d'une part et sans dénivelé suffisant pour amorcer une ventilation durable. Cette année, les spéléologues ont entamé une désobstruction sur une autre higue située en amont de la rivière souterraine des Vipères. Cette fois, les aspects de position de ligue, de géologie, de positionnement par rapport au réseau des Vipères coïncident suffisamment pour permettre un bon espoir de rejoindre la rivière souterraine dans sa partie non inondée. Une réussite de cette désobstruction pourrait déboucher sur des kilomètres de réseau en rivière souterraine. Mais la spéléologie, c'est comme le loto, il faut beaucoup gratter avant de gagner. Cependant, la plus belle récompense est le lien qui se tisse entre les membres et l'apport culturel de la connaissance de nos massifs calcaires. Les membres de l'association Casques sont toujours fascinés par la prospection spéléologique. Certains font de la première dans les Pyrénées, au massif de la Coume, un réseau d'environ 130 km de galeries. D'autres œuvrent dans les gorges de l'Aveyron, dans des situations bien plus exiguës, peu prometteuses, mais avec le souvenir de belles découvertes qui semblaient si improbables aux yeux de beaucoup. Nul ne sait quelle découverte sera faite dans les lendemains de notre humanité de spéléologues. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, il y aura toujours parmi eux des âmes humbles et généreuses qui continueront ce travail collégial de fourmis.